La différence, c'est que le broker qui fait modèle agence va garder l'ensemble de vos trades, de vos positions, vos pending orders, donc les stop loss, les take profit, dans ses serveurs. Donc là, on parle de trading anonyme. Donc les banques ne peuvent pas voir et manipuler finalement le marché contre vous pour générer du stop loss. Donc c'est la transparence, l'anonymité, les spreads c'est pareil. Au final, c'est beaucoup plus efficace de traiter sur de vrais spreads interbancaires. Et là, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Chez nous, si vous voulez, l'euro-dollar, il se traite en moyenne sur la session de Londres à 0,03 pips, donc pratiquement tout le temps 0 pips, parce que c'est ce que les banques nous offrent. Nous, on reverse en fait aux clients des spreads sans aucune manipulation. Et ensuite, on va charger une commission par derrière. Donc quand vous avez la nuit, vous traitez et qu'il y a un stop loss qui va presque être touché par le mouvement du marché, s'il y a la commission qui est intégrée au spread, donc un spread plus gros, peut-être que votre stop loss va être déclenché. Alors que sur des spreads institutionnels, non. Et donc le matin, vous vous réveillez, vous continuez à trader. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée au niveau de l'efficacité de traiter sur ces spreads institutionnels. Et c'est finalement faire dans le marché du Forex ce qui se passe sur le marché des actions. Quand vous voyez finalement, vous voulez acheter une action, l'action elle est là, elle a un prix, tout le monde le connaît, vous l'achetez, vous payez une commission, on n'en parle plus. Donc là, le rôle finalement du broker ou du courtier qui fonctionne en modèle agence, c'est vous donner en toute transparence accès au marché interbancaire. Un point, c'est tout. Cette transparence-là, le MiFID, qui est la directive qui aligne en fait l'ensemble des régulateurs européens, le dit, et l'ensemble des banques le font auprès de leurs propres clients qui vont traiter sur le Forex. Le MiFID dit que la post-trade transparence est obligatoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une trade, la banque, Crédit Suisse, moi j'ai même leurs documents là dans mon sac, je peux vous les montrer tout à l'heure. La post-trade transparence, c'est qu'à chaque fois qu'un ordre va être exécuté sur le marché, la banque est dans l'obligation de vous communiquer un rapport en vous disant voilà, votre ordre numéro tant est arrivé à telle heure. Il a été traité en tant de temps. Et surtout, il a été traité à tel prix, ça c'est votre prix de demande, ça c'est le prix qui a été exécuté. Et par qui? Par Goldman Sachs, Citibank, Société Générale. Toute la transparence. Vous achetez une voiture, vous savez à qui vous l'avez achetée. Là, c'est exactement la même chose. Si les brokers passent un petit peu autour de ce truc-là, c'est parce que finalement les régulateurs se disent bon, bah, le client il est au courant que c'est le broker, c'est son courtier qui prend l'ordre pour lui. Donc naturellement, le courtier, sur sa plateforme, on voit à quel prix on a voulu exécuter, à quel prix on a été exécuté, et on devrait comprendre par qui. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le régulateur force un petit peu les courtiers à dire, à éditer un vrai rapport en disant bon voilà, et c'est moi qui l'ai fait. C'est FXIM, Wanda ou qui on veut. Bref. Donc ça manque. Ça, c'est un service que nous, on propose, et c'est un document que vous pouvez prendre, aller chez le régulateur, etc., dire voilà, je ne comprends pas, etc. Donc c'est vraiment très important de mettre en avant ce que c'est la transparence. Il y a beaucoup de brokers ou de courtiers qui vont vous dire on est transparent sur les prix, sur les... La vraie transparence par le MiFID, par la définition du MiFID, c'est ça, c'est de savoir qui a exécuté votre trade, dans quelles conditions. Je crois que c'est important aussi de comprendre que la simplicité de l'offre est primordiale. Ça, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est un des outils marketing finalement que tout le monde utilise. On va vous sortir une batterie de comptes différents. Alors vous allez appeler, vous dire bon ben quel compte je vais choisir là, le premier, le deuxième, le troisième, quel type de prix, quel type de spread, est-ce que c'est ceci, cela. Donc là le courtier va prendre un petit peu par la main le client particulier en lui disant ne vous inquiétez pas monsieur, on a le compte qu'il vous faut, etc. Bon, en règle générale, un débutant va traiter sur, je ne sais plus comment on appelle ça, les mini, on appelle ça les comptes, les micro-comptes, comptes mini, etc. Souvent, les spreads étaient plus élevés là-dessus, et finalement, le broker disait ah ben, si vous déposez plus, vous aurez des spreads moins élevés. Donc, c'était vraiment l'appât du. Comment on dit là, parce que j'ai l'habitude de parler en anglais, excusez-moi. Mais c'était la perche là, on entendait la perche, le gars déposait plus, ouais, mais ce qui est complètement illogique, parce que quand on débute et qu'on traite sur des spreads plus élevés, on a encore plus de chances de perdre. C'est idiot. Ça fait, il n'y a aucun sens. Alors, pour terminer, c'est vrai que la plateforme MT4, c'est celle que nous, on utilise. Pourquoi? Parce que voilà, elle est très répandue, elle est facile d'accès. Maintenant,
Il y a quand même des courtiers qui font un très très bon travail. Moi, on ne travaille pas du tout avec eux, mais je veux quand même les citer. Parce que, encore une fois, c'est pour vous informer. Je sais que Interactive Broker, qui est un courtier américain, travaille vraiment super bien, en toute transparence. Enfin, bon, bref, ils ont de très très bons prix. Ils font pas le marché, ils offrent vraiment un accès direct au marché. Le souci, et c'est pour ça que nous, on a essayé de mettre en place notre offre sur MT4, c'est que traiter sur la plateforme Interactive Broker, c'est pas réservé à tout le monde. C'est vraiment très compliqué. Il faut mettre beaucoup de temps pour essayer de la comprendre. Sinon, c'est une super plateforme. Vraiment, moi, j'aimerais un jour développer quelque chose d'équivalent sur le MT4. Comme je vous l'ai dit, le MT4, c'est une vieille plateforme. Mais c'est la plus utilisée. Donc nous, on a réussi à ajouter en fait un maximum de fonctionnalités à cette plateforme-là, la connecter directement sur les marchés, rajouter des classes d'actifs, etc., pour vous permettre finalement d'avoir un accès au marché dans les meilleures conditions. Mais il faut quand même vraiment bien comprendre comment cette industrie a évolué, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Et moi, ça doit faire 1 an maintenant que je fais un petit peu quelques vidéos quand j'ai le temps. Ici, je tiens quand même à dire à tout le monde que je paye je suis pas invité. La semaine prochaine, il y a FX World en Turquie. J'ai été invité gracieusement pour discuter de ça. Les autorités financières y seront, etc. Bon, ici, j'ai tenu à payer quand même pour vous informer. Je crois que c'est important parce que le marché français me tient à cœur. Nous, si vous voulez, avec JFD, on est très très fort sur les marchés germanophones, donc l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche. On doit être 4 à 5 fois plus gros qu'FXIM et ça fait 2 ans et demi qu'on opère, donc c'est assez récent. Pourquoi? Parce que ce sont des marchés très cartésiens. Les gens, ils ont un peu plus l'habitude, c'est un peu plus sophistiqué, ils se disent, voilà, moi si j'ai vraiment la pose très transparente, si j'ai ceci, si j'ai cela, je veux bien y aller. Ils se sont déjà fait, entre guillemets, couillonner certaines fois, donc ça fonctionne. En France, j'ai l'impression que ça met un peu plus de temps, j'espère que les choses vont changer, et je vais m'entretenir moi-même avec les autorités financières pour essayer de faire bouger ces choses-là. Il n'y a aucune raison pour que vous soyez le dindon de la farce. Et on dit souvent une chose, enfin dans le business, on dit qu'il y a toujours un dindon dans un deal business. Si vous ne savez pas qui c'est que c'est vous. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près terminé. Moi, ce que j'espère, c'est que le régulateur va prendre le devant. Parce que ça sert à rien. Je veux dire, nous, forcément, on a des marges qui sont moindres. J'ai pas tant d'argent à dépenser dans le marketing que d'autres brokers qui vont gagner beaucoup d'argent. Donc c'est ce qu'on appelle le modèle du distributeur de Coca-Cola. On met 1 euro, il va vous rendre 1 euro 10 sorties. Donc le plus d'euros on met pour faire du marketing, du bruit, le plus on va en gagner. Il faut renouveler les clients. Il y a des clients qui essayent, qui perdent et qui s'en vont. Moi, je crois qu'il y a quand même des gestionnaires aussi qui se positionnent sur le marché du forex, qui travaillent très très bien, qui ont beaucoup d'expérience là-dessus. Ce sont les clients que nous, on arrive à attirer, parce qu'ils sont plus cartésiens, ils ont plus d'expérience, et j'espère qu'on va pouvoir réussir à démocratiser tout ça. Je terminerai juste par vous dire qu'un de mes modèles, c'est Xavier Niel, qui a lancé Free. On m'a déjà dit, il y a presque 1 an, quand j'ai commencé à lancer l'offre en France, ah ben tiens, vous êtes peut-être le Xavier Niel de la finance. Moi, j'ai pas cette prétention-là, mais par contre, c'est vrai que en cassant un petit peu les codes, j'espère arriver petit à petit à faire changer les choses, et j'en suis très fier. Je ne sais pas si j'ai dépassé le timing. André avait prévu des questions, mais moi, je voulais vous passer ce message-là. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser. On a d'autres conférences qui seront, je crois, un peu plus tard aujourd'hui et aussi demain, dont la dernière, je ne sais plus à quelle heure elle est, où c'est une session de questions ouvertes, de questions-réponses complètement ouvertes. Moi, je suis là. C'est à quelle heure demain? Tout à l'heure à 15h30 sur tout ce qui est trading algorithmique, et aussi demain, on a les erreurs à ne pas faire quand on est un débutant, je vous en ai déjà dit beaucoup là-dessus, à 11h30, et puis les questions-réponses, interview, à 14h30, demain, questions-réponses ouvertes, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, ça me fait plaisir. Je vous remercie. Des questions?
On est un peu tous sous le choc, là. Hein? Alors, on a 9 classes d'actifs, ce qui est une performance. On est les seuls à avoir réussi à mettre ça sur le MT4, ou la MT4, je crois qu'on dit en français, la MT4, autant pour moi. Donc on a les actions, sur les CFD, on a les actions, les obligations, les indices, les métaux, les taux d'intérêt, les taux d'inflation, les ETF, on a les matières premières, les commodités, et on a aussi le Forex, évidemment. Donc on a essayé, la plateforme MT4, quand je vous parlais de ses limitations, c'est une plateforme qui est vieille, donc on peut mettre un maximum de 1024 instruments. Nous, on a beaucoup de brokers en fait, qui se connectent chez nous, des courtiers, pour se couvrir une fois de temps en temps sur le marché. Pour eux, c'est assez simple, ils vont faire le marché, et chaque jour, à un moment donné, le dealing desk va voir, tiens, là j'ai gagné 500 000 sur mes clients, je ne veux pas prendre plus de risques, j'appuie sur un bouton, je passe l'ensemble des ordres aux banques, après ce qui se passe, c'est leur problème. Donc là, j'ai gagné cet argent. Ou alors j'ai perdu, là, tiens, mes clients, ils ont gagné 200 000, je ne veux pas perdre plus, j'appuie, je passe ça aux banques. Ils n'ont pas vraiment la bonne technologie pour le faire, nous c'est notre spécialité, donc on leur vend en fait cette technologie-là. Et c'est vrai que ces brokers-là, on peut leur vendre des milliers d'instruments, de produits, si vous voulez. Mais sur la plateforme MT4, on en a condensé à peu près 800, un peu plus de 800, pour permettre en fait à nos clients de prendre des positions, de voir quelles sont les classes d'actifs qui sont en train d'être, où est-ce qu'il y a une corrélation, etc., pour se positionner, se diversifier. Vous êtes limité alors à un certain nombre de... Voilà, en CFD on est limité. Par contre, il faut quand même... limité aux indices. Non, je vous ai dit, on a les indices, on a les obligations... Non, mais dans les CFD. Dans les CFD. Dans les CFD. Tout ça, c'est sous les CFD. Les CFD, par exemple, actions ou ETF, on offre vraiment ce qu'on appelle un DMA, un Direct Market Access. C'est-à-dire que si vous prenez une position, cette position, elle est enregistrée dans l'échange. Et on a ce qu'on appelle un Smart Order Router. Donc si par exemple il y a des valeurs qui sont cotées, je ne sais pas, on va dire au New York Stock Exchange, mais aussi au CHAIX ou ailleurs, on va essayer de trouver la meilleure liquidité, etc. Et on verra que par exemple quand on exécute des ordres sur le Forex, tout se fait en millisecondes, donc 1 milliseconde, maximum 2 millisecondes, c'est très très rapide. Par contre sur les CFD actions, il faut quand même aller chercher les actions là où elles sont, donc ça peut être 1 seconde, 2 secondes, parce que c'est un accès direct. Après pour l'ensemble des autres CFD, nous on ne fait pas le marché, donc sur le Forex on traite avec les banques. Sur les CFD, on traite avec les courtiers. Les gros courtiers là qui sont là. L'un d'eux qui est coté en bourse, on est leur plus gros client au niveau international, en termes de volume. Voilà. Parce qu'on a d'autres courtiers qui nous demandent l'intégration, ils pourraient se connecter chez eux, mais pas au même prix que nous, parce que nous on génère beaucoup de volume, donc on arrive à avoir de bons prix. Et on arrive finalement à faire bénéficier à des plus petits courtiers de ces tarifs-là. Mais ce qui fait notre vraie différence sur les CFD, c'est pour ça qu'on vient chez nous, aussi bien le marché particulier que le marché institutionnel, c'est notre capacité d'avoir pu intégrer toutes ces classes d'actifs sur la plateforme MT4. Et ça permet aux autres courtiers de se démarquer. Alors encore une fois, ils vont se couvrir une fois de temps en temps, ils vont faire le marché, donc ils vont continuer à attirer des clients en disant on a plus d'actes Et c'est pour ça que, si vous voulez, la post-trade transparence, c'est la chose la plus importante à demander à votre broker. Si demain, votre broker, on a vu ça et on a des dossiers, si vous voulez, là-dessus, nous, chaque NFP, la Non-Farm Payroll, on enregistre en fait l'ensemble des plateformes des gros courtiers et on enregistre ça en fait en vidéo. Alors nous, par exemple, sur la NFP qui était, je crois, en août, l'euro-dollar a spiké à 2,99 pips, donc moins de 3 pips. C'est ce que les banques, c'est le meilleur prix qu'on a eu des banques. L'ensemble des autres courtiers, 15 pips, 16 pips, 20 pips, parce qu'on profite finalement de ces news-là pour se dire, bah tiens, là, si je booste un petit peu, je prends du stop-loss. Et le client m'appelle et je lui dis, attends, c'est pas moi, c'est le marché. Donc c'est quand même important parce que quand vous éditez un rapport d'exécution, la banque, elle, c'est un contrat qu'elle a avec le broker. Si une banque va exécuter un ordre à un prix donné, ce prix donné sera sur le rapport d'exécution. Après, si vous n'avez pas le même prix sur votre plateforme, ben, c'est la différence que le broker se prend. Et c'est là qu'on parle de transparence sur les prix.
Voilà. Et les banques en général n'aiment pas faire la pré-trade transparence, c'est-à-dire avant qu'un ordre soit exécuté, elles n'aiment pas qu'on dise quel est le nom de la banque qui va éditer ce prix-là, parce qu'elles savent très bien qu'elles ont zéro contrôle là-dessus. Elles ne savent pas si le broker va s'amuser en disant bah, tiens, Société Générale, tiens, je rajoute 2-3 trucs, je dis que c'est pas moi, c'est eux, alors que c'est faux. Par contre, une fois que l'ordre est exécuté, c'est comme un contrat, donc ça a été fait, là, la post-trade transparence, c'est quelque chose d'obligatoire. C'est une bonne question. Hein. D'autres questions? Alors chez nous, ils sont chez Barclays Bank à Londres. La société, comment dire, c'est une bonne question aussi. La société, son siège social est à Chypre. Alors c'est sûr, Chypre, c'est pas top, on dit ça. Mais Chypre, c'est pas cher. Moi, si vous voulez, quand je traite avec vous, il n'y a pas de secret. Si j'avais ouvert ma société, disons, à Londres ou à Paris, et que j'aurais payé des bureaux, des employés, des trucs comme ça sur place, je ne sais pas si j'aurais tenu, surtout au début. Il faut bien comprendre que la différence entre moi et un autre, quand j'étais chez Alpari, au top de ma forme, on générait 15 millions de dollars de dépôts mensuels du marché retail. On savait très bien que dans les 3 mois, 80% allaient nous revenir dans la poche. Et à l'époque, il n'y avait que 1% du volume qui était passé sur le marché pour se couvrir. Ce genre vraiment les clients difficiles. Difficiles d'un point de vue market maker. Ça, c'est en plus des spreads. Si je prends par exemple, vous donner aussi un exemple, si je prends par exemple les spreads que nous on pratique plus la commission qu'on charge, ça fait un peu plus de 2 ans et demi qu'on existe. On a lancé ça en décembre 2011. Si je prends les spreads moyens d'FXIM, là ils ont baissé leur spread. C'est pour ça que je faisais référence à Xavier Niel. Mais par contre, encore une fois, il n'y a pas de post-trade transparence. Donc c'est un autre arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas se leurrer. Et je suis très fier en fait qu'ils aient fait ça. Et ils ont fait ça qu'en France et en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, on est plus gros qu'eux. Et en France, on commence à booster. Aux États-Unis, à Londres, il n'y a pas ces spreads. C'est vraiment pour essayer de nous... Mais ça ne marchera pas. Donc, ce que je disais, c'est que si je prends leur spread moyen sur les presque 3 ans sur lesquels on a traité, si l'ensemble de leurs clients avaient traité sur mes spreads et mes commissions à moi, chaque mois, ils auraient économisé plus de 50 millions de dollars. Rien que sur le pricing. Sur presque 3 ans, ça fait 1,8 milliard de dollars. Et ça, c'est sans compter les pertes clients. Et c'est comme ça qu'on vous invite à des conférences. C'est comme ça qu'on va avoir des bureaux ici ou là. C'est comme ça qu'on va mettre des bannières sur tous les médias. C'est une industrie qui tourne comme ça. Je dis, plus on met d'argent, plus on en gagne. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je charge mes clients. Donc, les spreads, c'est les spreads mais vraiment interbancaires. Je charge une commission qui démarre à 40 $ par million. Enfin, systématiquement, vous traiterez chez moi à moins d'un pip sur l'euro-dollar. Et j'ai des clients qui traitent plus de volume, ils vont traiter à 0,5 pip. Quel que soit le levier. Quel que soit le levier. Pardon ? Un pip, quel que soit le levier. C'est un levier de 100 ou 200. Quel que soit le levier. Moi, j'ai qu'un seul type de compte. Justement, je ne perds pas le client avec un compte démo, truc, machin. Enfin, là, aussi, il y a un compte de démo. Mais un compte de débutant, de trucs et de... Un compte, une condition, la même transparence, tous les clients sont à la même enseigne, il n'y a aucune raison de faire différemment. Donc si vous voulez être à Chypre, ça reste sous le MIFID. On est enregistré auprès de la CPR Banque de France, on est enregistré auprès de la FCA en Angleterre, auprès de la BaFin. Donc vous êtes protégés, vous en France. L'ensemble des fonds en fait, clients ont toujours été en Angleterre ou en Allemagne. Donc quand vous déposez, c'est chez Barclays Bank UK, c'est complètement ségrégué, c'est à Londres. On ne prend 0 risque en fait pour nos clients. 0 risque. On est juste là pour mettre en avant finalement une offre qui nous permet d'avoir de très bonnes relations avec les banques. Et je vais terminer là-dessus pour que ça fasse vraiment sens pour tout le monde. Et une bonne offre pour vous. À quoi ça me sert, moi, de gagner 10 ans moins d'argent? D'abord, c'est vrai que je rends service aux banques et au marché des particuliers. Et je prends une position dominante là-dessus. Vous avez dit marché émergent, produits innovants, là vraiment je l'ai. J'ai ce couple-là. Deuxièmement, ce qui m'intéresse beaucoup,
c'est la revente de liquidités à d'autres brokers. Étant donné que je déploie une infrastructure qui me permet de passer l'ensemble de ces ordres, de sourcer l'ensemble de ces classes d'actifs, je peux avoir, si vous voulez, moins de clients institutionnels, mais qui vont passer beaucoup plus de volume. Donc même si mes marges sont moindres, moi je génère des revenus et finalement je capitalise sur l'infrastructure qui a été mise en place. Le plus important pour moi, c'est la gestion. Parce qu'encore une fois, au niveau de la gestion, c'est vrai que j'en ai pas parlé là, mais au niveau de la gestion, moi je capitalise sur toute l'infrastructure qu'on a mis en place et nos marges sur la gestion sont quand même un peu plus importantes. Parce que si on génère finalement du volume là-dessus, pour moi ça faisait sens, si vous voulez, de développer des stratégies, et on va en parler donc à la prochaine conférence, je crois cet après-midi, de développer des stratégies, donc d'avoir la main mise sur le développement et la gestion de ces stratégies, mais aussi d'avoir le contrôle sur l'exécution et la fourniture de liquidités, donc le courtage. Parce qu'encore une fois, un gestionnaire qui va travailler avec un broker qui n'a pas trop intérêt de le voir gagner, il y aura un problème. Et ce même gestionnaire-là, en règle générale, si ce n'est pas un hedge fund, etc., il est trop petit pour aller traiter directement avec les banques. Donc on se retrouve dans un modèle où on a un gestionnaire finalement qui est à votre place, qui vous veut du bien, et lui c'est quand même son métier d'essayer de générer des profits, des revenus pour que tout le monde soit content. Et là on parle de vrais partenariats finalement, si vous gagnez, ils gagnent. Et quand ces gestionnaires-là se heurtent finalement à des courtiers qui ont un intérêt différent, donc un conflit d'intérêts, ça ne fonctionne pas, encore une fois. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la gestion. Et moi-même, je n'ai pas honte de le dire, hein, si vous me mettez devant une plateforme de trading, je ne sais pas quoi faire. Moi, je perds. Je ne vais pas vous dire que l'euro-dollar va monter, descendre. Ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est de mettre en place l'infrastructure pour faciliter ce business. Et après, chez moi, dans la boîte, donc on a mon partenaire, par exemple, mon associé, c'est Lars Godvik qui est allemand. Lui, il a toujours été trader avec la Deutsche Bank, etc. Donc c'est mon pendant. C'est le binôme, et il a ses équipes de gestion qui sont complètement accréditées, etc. Alors donc oui, moi je vais commencer à faire de l'argent avec les clients sur le long terme. C'est-à-dire qu'un client qui va me mettre par exemple 30 000, il aurait pu les perdre directement chez un autre broker, il va lui prendre 30 000. Mais après il ne reviendra pas. Et en règle générale, il y a 3 étapes. Le client va mettre un premier dépôt, il va faire des bêtises, ou on va le forcer à faire des bêtises, il va perdre. Il y a des sales qui l'appellent. Moi, j'ai pas de sales. Vous ouvrez un compte démo, personne vous appelle. C'est idiot, mais toute la conversion se fait naturellement chez moi. Si le client il est content, il nous pose des questions, le stresse pas, etc. Donc, il y a des sales qui appellent, qui disent mais on a une offre promotionnelle, machin, remettez ou ça va repartir, etc. Donc, on fait un top-up. On repère, maximum on fait un 3e top-up, et après on arrête. Il y a beaucoup de brokers qui vont même faire, par exemple en Asie, en Chine, il y a des dérives absolument incroyables où on va dire aux IB là, qui vont chercher des gens qui ne comprennent rien, même à l'internet, et on va leur dire le premier dépôt, tu le gagnes. Il met 10 000, je te donne 10 000. Parce que le broker se dit, bon moi je vais générer des revenus sur le 2e et le 3e dépôt. Hein. On est entre nous, même si on est filmé, etc. Mais Iron Forex, bon. À Chypre, ils ont 80% de leurs employés sont chinois. Les mecs sont au top en Chypre. Bon. Ils ont des d'oreillettes. Le PDG, il sort une fois de temps en temps, il dit, bon les gars, là, sur les 2 prochaines heures, celui qui me ramène le plus de dépôts, 5 000 €. C'est comme le film, là, le loup de Wall Street. Là. Voilà. À la fin de chaque mois, le meilleur vendeur, il a une voiture. Une petite voiture à 7 000 €, petit truc. Il y en a un, j'invente rien, hein, parce que j'ai des employés qui viennent de là-bas. Il y en a un qui a 3 voitures dans le parking, sur le parking, il n'a pas le permis de conduire. Bon, c'est pas... Je pense qu'on a dépassé le truc, en plus, moi, je m'emporte. Ouais, une question encore. Le retrait de liquidité est-il simple et immédiat chez vous? Alors, immédiat, non, parce que... non, mais il est immédiat, c'est la banque, c'est-à-dire que... Quel délai? Non, mais nous, dès qu'on reçoit la demande de retrait, on la fait parvenir donc à Barclays Bank, et puis Barclays Bank vous l'envoie, donc c'est rapide dans ce sens-là, mais par contre, c'est pas, comment dire, c'est pas, je sais pas, c'est pas PayPal ou Amazon.com ou des trucs comme ça. Donc c'est, vous demandez un retrait à votre banque, ou vous voulez faire un virement d'une banque à une autre, c'est ce temps-là.
Sinon, il n'y a pas de... voilà. Faire un virement dans les deux sens. Bien sûr. Mais vous êtes là pour ça. Par contre, il faut... Parce que j'ai du mal. FXB Finance, je ne les connais pas. Mais si vous voulez, écoutez, moi je me renseigne un petit peu. Déjà, si je vais sur leur site web, je peux essayer de comprendre un peu de ce qu'ils font. D'ailleurs, j'avais envie, et c'est vrai que le temps me manque, hein, parce que bon, quand vous démarrez, quand on a là, on a un peu plus de 60 employés, on a 12 postes à pourvoir, et c'est ce que je voulais vous dire d'ailleurs tout à l'heure, c'est que maintenant on est dans une position où on commence, si vous voulez, sur les volumes et sur la longévité en fait des comptes clients, parce que nous, un nouveau client ne remplace pas un client qui a été séché. Ça s'additionne, donc on a une progression très très forte. Si je prends par exemple nos volumes ou nos revenus au deuxième trimestre de cette année, par rapport à l'année dernière, on est à plus 648%.